Claude Estournès est directeur de recherche au CNRS au sein de l'équipe nanocomposites, nanomatériaux carbonés, élaboration et densification dans le Centre interuniversitaire de recherche et d'ingénierie des matériaux, le CIRIMAT à Toulouse. Ses principales activités de recherche portent sur la synthèse, la préparation et la densification de matériaux aux échelles nano et micro, qu'il s'agisse de composites, de systèmes multicouches, de céramique, de polymères, de verre, en utilisant les technologies de Spark Plasma Sintering, SPS, et de Cold Sintering Process, CSP, et de fabrication additive. Ces travaux concernent aussi le développement d'architectures innovantes, spécifiques et multifonctionnelles, par exemple les matériaux à gradient de composition, les structures composites micro- et mésoporeuses, les structures sandwich, etc. Et ceci afin d'adapter les propriétés des matériaux. Ces travaux portent également sur l'étude des mécanismes de densification et la modélisation par éléments finis des procédés SPS et CSP. Alors, Claude Estournès a déposé 17 brevets. Il est président du groupe francophone de densification de matériaux par frittage assisté sous champ électromagnétique et il est membre de l'éditorial board de la revue Materials et de la revue Open Ceramics. Il nous présente aujourd'hui la mise en forme des matériaux par frittage assisté sous champ électrique. Claude, vous avez la parole. Merci. Merci aux organisateurs de m'avoir offert la possibilité de parler de mise en forme de matériaux par fruitage assisté sous champ électrique. Alors, hop, si ça va bien passer. Donc, je viens, comme ça a été dit, du CIRIMAT, qui est un centre de recherche des matériaux. On est localisé à Toulouse, sur 4 sites, 3 sur l'Université de Toulouse et un sur l'ENSIA 7 INP du côté de la Belge. Donc, on est structuré en 6 équipes avec 2 groupes de support à la recherche et avec tout l'aspect administratif, en coordination à la qualité, un webmaster, une direction. Il faut savoir qu'on est certifié ISO 9001 depuis 2012. Et puis on a été renouvelé plusieurs fois. On a eu cette certification ISO 9001 dans le cadre de l'Institut Carnot, puisqu'on était à la création de l'Institut Carnot, l'Institut Carnot Cirimet. Maintenant, on est associé avec 3 laboratoires montpelliérains dans le cadre de l'Institut Carnot Chimie Ballard Cirimat. Donc, le cœur de métier, c'est la science et l'ingénierie des matériaux. Donc, on travaille au niveau du laboratoire sur tout type de matériaux, métalliques, alliages, céramiques, polymères, composites et multimatériaux. On va des procédés d'élaboration de poudre à la mise en forme et à l'étude de la durabilité et du vieillissement des matériaux en conditions assez proches des conditions d'usage. Bien évidemment, comme on est un laboratoire de matériaux, on a tout un panel de caractérisation pour la microstructure, la structure et de ces matériaux. Alors, je vais centrer mon discours aujourd'hui sur le frittage et sur la métallurgie des poudres. Celle-ci connaît un regain d'intérêt depuis quelques années avec l'avènement de nouvelles méthodes de frittage, soit assistées par des solvants ou une phase liquide en particulier, soit assistées par un champ électrique, et je vais faire un focus sur ces techniques aujourd'hui. Donc, dans le cas du frittage assisté sous champ électrique, on trouve dans la littérature un certain nombre de dénominations. Les plus prépondérantes, c'est le FAST, donc Field Assisted Sintering Technology, et le SPS. Donc, le SPS ou FAST, selon que l'on se place du côté japonais, les Japonais disent c'est nous qui l'avons inventé dans les années 60 par monsieur Inoue qui est ici à droite, qui a déposé 2 brevets en 65 et 66. Ces brevets ont été achetés par Lockheed et puis on ne sait pas trop ce qu'ils en ont fait. Si on se place du côté allemand, les Allemands disent, et en particulier Dr. Fritsch, disent nous on fait du FAST ou du SPS depuis 70 ans. À savoir que si on regarde réellement la littérature dans ce domaine-là, il y a très très peu de publications, voire pas du tout, jusqu'à il y a 2-3 ans, de publications où on voit des machines
Dr Frisch qui apparaissent dans les parties expérimentales. C'est beaucoup plus des machines japonaises, puisque ça a été les premiers fabricants et qui ont commercialisé ces machines SPS. Alors, le SPS, c'est une technique qui est essentiellement développée en Asie du Sud-Est et particulièrement au Japon. Si on revient 20 ans en arrière, ben, vous trouviez 200 machines installées au Japon, un tiers dans l'industrie. Il y en avait simplement 2 aux États-Unis, 3 en Europe et aucune en France. Et depuis 3 décennies maintenant, ben, on voit que les courbes de publication, les courbes de citation augmentent de manière exponentielle. Et en termes de production scientifique de par le monde, ben, on voit que les Chinois sont devant, le Japon, et la Corée, donc beaucoup en Asie du Sud-Est, et la France. Ben, la France, où on est leader en Europe sur la technologie. Alors, sur cette technique, la première machine SPS, elle est arrivée il y a un peu plus de 20 ans, en 2004, à Toulouse. Et le CNRS, à ce moment-là, a créé la plateforme nationale de fruitage flash, PNF2. Et depuis, ben, on a vu apparaître des machines un peu partout en France. Alors, en gris, c'est les gris bleu, c'est les laboratoires académiques. En jaune orangé, c'est les EPIC, donc l'ONERA, le CEA, l'Institut Saint-Louis. Et en bleu, c'est les industriels qui utilisent ou qui ont des machines SPS. Et puis, depuis 2019, on a créé un réseau qui s'appelle, comme l'a dit Sylvie, le GFDM FACE. C'est un groupement de scientifiques, donc j'en assure la présidence depuis sa création. Le but de cette association, c'est d'organiser des séminaires ou des workshops autour de la thématique, non pas que du SPS, mais de tout ce qui est fruitage assisté sous champ électromagnétique. Et la dernière réunion scientifique a eu lieu à Bordeaux, organisée par nos collègues de l'ICMCB. C'est pas qu'une association française, c'est des francophones, dans cette association, on a également des membres belges et suisses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce SPS? Alors, c'est une technique qui est applicable à tout type de matériaux, des céramiques, des métaux, des alliages, des polymères et leurs composites. Elle s'apparente beaucoup au frittage sous charge, donc le HP. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans le cas du HP, vous avez un résistor qui est dans la chambre. Là, c'est un courant électrique pulsé de forte intensité, puisque ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'ampères pour de la faible tension qui vont venir chauffer l'outillage ici, qui est en graphite généralement ou en d'autres matériaux. Ici, vous avez la poudre à densifier avec des pistons. Donc, le courant peut passer à travers le matériau s'il est conducteur ou dévier par le moule si le matériau est isolant. Et on densifie les matériaux en quelques secondes, voire quelques minutes. Donc, les principaux avantages, c'est des temps de fritage, des temps de cycle qui sont relativement inférieurs à 1 heure et un abaissement des températures, y compris par rapport au HP, des températures de fritage. Alors, je vais illustrer les potentialités de cette technique au travers de 3 exemples. Les céramiques transparentes, les barrières thermiques et les formes complexes qu'on a pu développer à Toulouse. Et je terminerai par un focus sur l'industrialisation de ce procédé SPS. Alors, sur les céramiques transparentes, si on regarde la littérature, ben, il faut avoir, pour avoir une céramique transparente, une densité relative et qui est de l'ordre de 99,95% à minima. Donc il faut éviter tout ce qui peut être poreux, tout ce qui peut être pore dans le matériau, et également impuretés qui peuvent diffuser la lumière et donc rendre le matériau non pas transparent mais translucide, voire opaque. Donc, si on regarde la littérature dans ce domaine-là, ben, il faut des matériaux, des précurseurs de très haute pureté, donc supérieur à 4N, ça veut dire 99,99% de pureté. En général, il est préconisé de faire attention à la préparation du cru pour éviter des gradients de porosité dans celui-ci.
Et il est préconisé également de faire des pré-traitements de poudre, voire des post-traitements des céramiques pour avoir des céramiques transparentes. Et ces post-traitements peuvent être faits en particulier par HIP, donc Hot Isostatic Pressing. Alors un exemple, c'est dans le cas du spinel. Et là, on va attaquer les problèmes liés au SPS. Là, vous avez un spinel qui est de structure de composition MgL2O4. Et vous voyez que quand vous le densifiez par SPS, la poudre commerciale, ben, elle est quasiment transparente, mais elle est grisée, elle est colorée en brun. Donc, si vous recuisez cette céramique pour éliminer cette coloration, qui est souvent attribuée à du carbone, à une pollution au carbone par les outillages, ben, vous voyez que on perd la coloration marron, mais on vient sur un système qui devient de plus en plus opaque, plus vous montez la température. C'est lié à la porosité résiduelle qui est dans le matériau. Si vous pré-traitez la poudre, ben, vous atténuez un petit peu ce phénomène, mais il reste, il perdure. Et donc, une fois que vous avez éliminé ce carbone, vous voyez qu'ici, vous avez, c'est translucide, mais c'est pas transparent. Et pour avoir la transparence, ben, il faut faire un post-traitement du matériau. C'est ce qui est préconisé par nos collègues israéliens. Ici, vous avez le même aspect laiteux sur cette pastille-là, donc translucide, mais avec une petite coloration blanche. Et si vous faites un post-traitement HIP, ben, vous éliminez les porosités résiduelles qui diffusent la lumière, vous avez un matériau transparent. Et là, vous voyez le même transparent de spinel d'épaisseur. Mais ça, c'est obtenu avec deux traitements, deux process. On trouve exactement la même chose quasiment sur l'alumine. Hein, c'est extrêmement difficile d'avoir des matériaux, d'après la littérature, totalement transparents du fait de la pollution au graphite. En fait, on a travaillé, nous, sur des silices de 5N, donc 99,999 en pureté, jusqu'à 7N, et sur des silices jusqu'à 1 cm d'épaisseur. Ben, si on adapte le cycle, si on travaille, je vais dire, avec ces matériaux précurseurs propres, ben, on voit aucune coloration de l'échantillon, et on a une transmittance qui est de l'ordre de la silice fondue. Donc pas de diffusion sur ce matériau-là. On a fait exactement la même chose sur de la spinelle commerciale de chez Baïkovski, 4N, et on arrive à avoir ben, un matériau parfaitement transparent jusqu'à 80. Il n'y a pas d'équivalent dans la littérature uniquement par SPS, sur une poudre commerciale, sans pré-traitement de la poudre et sans post-traitement de la céramique. Donc on peut arriver par SPS, sans doubler les process, à arriver à avoir des matériaux transparents sans aucune pollution au carbone. Et on a fait également une étude économique sur la fabrication de ce spinel, et on s'est rendu compte que ben, le SPS est tout à fait valorisable en termes de production de ce type de pièces, parce que vous voyez que le coût énergétique pour fabriquer ces pièces, ben, il est relativement faible. Hein, c'est uniquement 6% du coût total de la fabrication de la pièce. Ça, c'est l'amortissement de la machine. Et le reste, de plus de 50%, c'est le salaire de l'opérateur. Donc, dans ce cas-là, on a un gain de temps, on a un gain d'énergie, si on compare par rapport à la fabrication du monocristal, qui nécessite des températures largement supérieures à 2000 degrés pour le fabriquer, et plusieurs heures, voire semaines, pour fabriquer ces monocristaux. Il y a toute l'étape de polissage aussi, la découpe et le polissage de ces monocristaux. Donc ici, dans le cas du SPS, on peut quasiment faire des pièces near net shape, donc au plus près des côtes, avec des cycles à plus basse température que par la cristallogénèse et dans des temps beaucoup plus courts. Donc, première conclusion, on peut fabriquer par SPS et directement par SPS ce type de céramique transparente sans post-traitement. Deuxième application, c'est les barrières thermiques pour l'aéronautique. Donc là, on a utilisé le SPS pour faire du screening très large. Donc, c'est des travaux qui ont commencé en 2006-2007 sur les barrières thermiques. Donc, les barrières thermiques, on les retrouve où? Ben, sur les aubages, sur les parties tournantes des moteurs d'avion. C'est des céramiques qui viennent protéger les superalliages. Donc, voilà l'architecture. Donc, c'est une association céramique-métal avec un superalliage, une couche d'accroche et une céramque ici qui est faite par BPVD.
Donc, dans le cas des études qu'on a menées avec Safran, ben, on s'est intéressé à développer de nouvelles architectures, de nouvelles compositions et de sous-couches et de céramique. Donc, on a exploré très rapidement, puisqu'il vous faut moins d'une heure pour faire un échantillon, ben, tout le diagramme de phase NIPTL, des architectures bicouches ou de nouveaux matériaux pour ces barrières thermiques pour la partie céramique. Donc, on a développé ce type de matériaux sur une dizaine d'années avec Safran. Deuxième application des barrières thermiques, donc en regard des parties tournantes des aubages de turbines, ben, vous avez des secteurs d'anneaux et les fabricants de moteurs d'avion veulent réduire les jeux qu'il y a entre la partie tournante et la partie fixe. Ces jeux sont de l'ordre de quelques microns en usage, hein. Et donc, ces barrières thermiques pour les dites abradables, en fait, aujourd'hui, sur les moteurs d'avion, elles ne sont pas du tout abradables. C'est des matériaux qui sont résistants à l'érosion, mais qui ne sont pas abradables. Un vrai matériau abradable, c'est un matériau qui va se dégrader lorsqu'il y a un contact de la partie tournante, donc le sommet d'aube et le secteur d'anneau, et c'est ce matériau qui va se dégrader et pas l'aube. Il faut savoir qu'une aube de turbine, ça coûte extrêmement cher, et remplacer toutes les aubes sur un palier, ben, ça coûte extrêmement cher au motoriste. En plus de ça, si vous minimisez le jeu qui est entre la partie tournante et la partie fixe, ben, vous augmentez comment dire, vous réduisez la consommation de carburant et vous augmentez les performances du moteur. Donc, pour arriver à avoir un matériau abradable, ben, il vous faut un compromis. Et ce compromis, il peut être géré par la porosité de la céramique qui est au sommet de la barrière thermique. Et cette porosité, ben, il va falloir, pour la piloter, ben, il va falloir piloter en même temps la microstructure. Donc ça, c'est ce qu'on a utilisé le SPS pour faire ce genre de choses. Et on a été capable de développer des matériaux abradables. Là, on a passé le TRL3 sur la partie céramique sur des matériaux structurés par SPS et on espère d'ici 2-3 ans faire un essai moteur pour valider le procédé. On a également fait des formes complexes pour venir recharger sur les parties plus basses températures du moteur les secteurs d'anneaux et on a même trouvé des conditions expérimentales pour friter ces matériaux abradables directement sur les secteurs d'anneaux dans l'outillage SPS et sans brasure. Donc, ce qui augmente les capacités de la partie abradable. Donc, en deuxième exemple, la conclusion, c'est que le SPS est un outil qui permet de développer rapidement des matériaux architecturés pour l'aéronautique et des matériaux très performants. Troisième illustration, c'est ce que j'appelais le jumeau numérique et les formes complexes. Alors, si vous écoutez jusqu'à il y a 10 ans, il y a 10 ans, à peu près de 2015, tous les fabricants de machines SPS vous disaient on ne peut faire que des formes simples, des plaques, des cylindres, avec une hauteur constante sur toute la pièce. Donc, ça peut être de la tôle ondulée, mais comme la tôle ondulée, puisqu'on a un pressage qui est uniaxial, ben, vous allez la densifier de manière homogène partout sur la pièce. Jusqu'à il y a 10 ans, ben, l'argument commercial, ce n'était pas des formes complexes pour les fabricants de machines. Donc, pour arriver à faire des formes complexes, il faut arriver à bien maîtriser le procédé et tout ce qui se passe dans les outillages et la colonne SPS. Donc, on s'est activé il y a 15 ans maintenant à essayer de regarder tout ce qui se passait et faire de la modélisation du procédé. Donc, regarder tout ce qui est contact dans ces outillages, des contacts électriques, les contacts thermiques, et par des ajustements de la calibration ou de l'analyse inverse, on a réussi à déterminer tous ces contacts, à les quantifier et trouver des lois de comportement de ces contacts en fonction de la température. Donc, on a été capable de modéliser par hémophilie tout ce qu'on observait expérimentalement sur des outillages. Alors, après ça, sur l'électrique et le thermique, il fallait modéliser le frittage, donc la partie mécanique. Alors, pour ça, on s'est attaché à utiliser soit les modèles d'Aboeuf, soit les modèles d'Olewski, et il fallait déterminer les lois de comportement, donc la loi de Norton
pour le matériau. Donc ça, on peut le faire expérimentalement en faisant du fluage in situ dans le SPS, soit on peut le déterminer sur des cycles de densification de la poudre par analyse inverse. Donc on a été capable de trouver les lois de comportement en fluage de ces matériaux, et Norton et Aboaf et Oleski avaient adapté ces lois de fluage aux matériaux pulvérulents, donc en faisant des analyses et de la calibration sur des matériaux poreux ou sur de la poudre, on a été capable de remonter aux deux fonctions CF qui simulent la densification du matériau dans le cadre du modèle d'Aboaf. Donc, on avait ces deux fonctions-là. On était capable de remonter au CF et donc de prédire la densification du matériau dans n'importe quelle condition. Deuxième stratégie, ça a été fait dans le cadre de la thèse d'Antoine Van der Land. On a fait ça par analyse inverse et par minimisation. Donc, on a un outil jumeau numérique qui est assez fidèle, mais qui est toujours perfectible et on travaille encore à sa perfection, qui nous permet de prédire tout ce qui se passe dans la colonne SPS et en particulier dans l'outillage SPS. À partir de là, on a commencé à réfléchir à la stratégie pour développer des formes complexes. Et la première méthode qu'on a mis au point, c'est ce qu'on appelle Mobilint ou Deforming suivant les papiers. C'est de développer une contreforme qui est matérialisée ici en bleu, avec une interface mobile qui est matérialisée en rouge, et le matériau que l'on souhaite densifier pour faire une forme complexe qui est ici en gris. Donc, si vous avez cette assemblée, vous connaissez les taux de compacité de ces différents matériaux et les comportements au frittage de ces différents matériaux. Une fois que vous avez fait le SPS, vous éliminez la partie bleue, la partie rouge, vous récupérez votre pièce. Ça, c'était la première des stratégies. Donc, c'est la contreforme qu'on peut élaborer par différentes techniques, donc du frittage conventionnel ou des techniques de fabrication additive. Vous la mettez dans l'outillage, qui a une géométrie simple, de la poudre à densifier, donc c'est des céramiques, des métaux, des alliages, des polymères ou des composites, et vous faites... La deuxième stratégie, ça peut être faire une préforme du matériau que l'on souhaite, donc du matériau désiré, vous le mettez dans l'outillage et vous mettez tout autour un matériau sacrificiel à bas coût, vous faites le SPS dans les deux conditions et vous êtes capable d'obtenir des pièces de forme complexe. Ici, du PMMA, donc un polymère. Bon, ça a peu d'intérêt par rapport aux techniques classiques de fabrication des polymères, mais en montant la température, vous allez d'alliage, de superalliage, de l'inco, du TIAL, des intermétalliques, de la céramique jusqu'à des céramiques ultra haute température. Donc, ces deux stratégies vous permettent de fabriquer des formes complexes de n'importe quel type de matériau en des temps relativement brefs, c'est moins d'une heure. Donc la conclusion de cette troisième illustration, c'est la modélisation par élément fini vous permet de prédire tout ce qui va se passer dans votre moule, et si vous hybridez le SPS avec de la fabrication additive, vous pouvez développer assez facilement des formes complexes de tout type de matériaux. Quatrième et dernière partie de ma présentation, c'est lié à l'industrialisation. Donc, vous l'avez compris, les Japonais sont largement en avance par rapport à nous sur la technique. Voilà une chaîne de production installée dans l'industrie automobile au Japon qui permet de produire des géométries relativement simples, mais avec des cadences de 30 000 pièces mois. Donc cette chaîne de production, elle est installée chez Toyota au Japon. Alors en France, il y a un leader sur la partie industrialisation, c'est Sintermat. C'est une start-up qui a été créée en 2016 suite à 10 ans de recherche au niveau de l'université de Bourgogne. Aujourd'hui, elle compte 35 personnels. Elle a des capacités de production en pré- et petite série de 4 à 80 tonnes selon les produits. Elle a un parc de 3 machines SPS. Elle est pionnière dans la technologie et l'industrialisation du procédé SPS. Elle a un portefeuille de 5 brevets plus
de 15 brevets pardon, et 5 à venir, des enveloppes solo, des publications. Et tout récemment, en 2025, il a été créé un laboratoire commun entre l'Université de Bourgogne-Europe et Safran. Bien sûr, ils font des matériaux dits augmentés avec une microstructure contrôlée, fine et contrôlée, qui permet d'augmenter les propriétés des matériaux, que ce soit les résistances mécaniques, la densité, la dureté, améliorer la durée de vie des pièces avec un design unique. Les marchés, j'y reviendrai un petit peu plus tard, visés, c'est des petites sociétés, des petits groupes, des PME ou des grands groupes. Euh, et cette société a été créée, donc je l'ai dit, en 2016. Elle a fait une première levée de fonds en 2018, une deuxième en 2022. Aujourd'hui, bah, est rentré au capital de cette société Safran et Orano, entre autres. Donc, pourquoi ils sont leaders sur la technique? Bah, parce ils ont acheté une machine de grosse capacité et non pas, c'est pas une machine commerciale, mais c'est une machine qui a été fabriquée sur le cahier des charges par rapport aux spécificités qu'ils voulaient. Donc, ils ont une machine hybride, c'est la plus grosse des machines qu'ils ont, avec un dispositif électrique et d'induction. Donc, ils ont couplé l'électrique avec l'induction de manière à homogénéiser le champ thermique sur les pièces de grande dimension. Ils ont un préchauffage et un refroidissement accéléré externe au frittage, ce qui permet de produire avec des cadences plus importantes que si la machine n'en était pas équipée. Ils ont des solutions adaptées, des lignes de cémentation automobile éprouvées, donc ça augmente la productivité euh, qu'ils peuvent avoir. Ils ont une presse avec application des contraintes double effet intégrées, ce qui augmente, ce qui permet d'augmenter la hauteur des pièces qu'on peut fabriquer par cette technique. Et puis, ils ont développé des outils qui permettent, donc en pré-compactant, en faisant des crues, d'augmenter la capacité de production en faisant des donc dans un même outillage, de produire plusieurs pièces. Donc, ils sont montés jusqu'à 15, je crois, sur un simple outillage, sur des pièces de grande dimension, sur des plaques de grande dimension. Donc, des performances des matériaux, donc avec ces cycles SPS, ben, ils arrivent à augmenter et de gagner en propriété sur ces matériaux avec des résistances aux dommages et usures qui sont divisées par 8, des durées de vie des pièces qui sont augmentées d'un facteur 3. Ils augmentent la capacité, la résistance à la corrosion, du gain de poids et en résistance structurelle et pour tout ce qui est armement, des puissances explosives. Donc, je reviens sur tous les marchés visés et adressés par cette technique. Ça va de l'aéronautique, du nucléaire, la défense, l'automobile, l'outillage, avec des développements spécifiques, le luxe et le recyclage des matériaux. Je vais terminer ma présentation en remerciant tous les collaborateurs que j'ai pu avoir depuis quelques années il en manque, je ne pouvais pas être totalement exhaustif, mais tous les qui ont participé de près ou de loin aux études qui ont été montrées précédemment. Et puis, pour terminer et conclure, le SPS, j'espère vous avoir convaincu que c'est un outil avec qui permet de développer de nouveaux matériaux, des composites céramique, des composites céramique métal et des multimatériaux jusqu'à des formes complexes. Et le SPS peut vous amener très très loin. Pas nous, mais les échantillons que vous fabriquez, puisque ici sur Toulouse, on a fabriqué des cibles qui sont des références pour le robot Persévérance qui est sur Mars depuis 2020. Et puis pour terminer, je vous remercie pour votre attention. Merci Claude, c'était passionnant. Je suis convaincue par cette présentation claire et complète. Alors on a le temps pour une ou deux questions. Alors Cécile Fizane demande comment on gère la pollution au graphite, enfin, au carbone de l'outillage pour les matériaux céramiques. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous dire. Dans le cas de ce que j'ai montré là, je ne peux pas vous dire parce qu'il y a un savoir-faire secret qu'on essaye de Ah, valoriser à l'heure actuelle avec des industriels. d'accord. On peut changer les pièces chauffantes. Enfin, c'est Oui, pas oui, on peut changer l'outillage, changer d'avoir la hexaborane température. de lantane, c'est possible, par Oui, exemple. oui.
Oui, On peut, d'accord. on peut passer, mais nous, ce que j'ai montré là sur le spinel la silice, ça a été fait en outillage graphite. Ouais, d'accord. Je pensais un peu à l'alumine, c'est pour ça. Ouais, D'accord. l'alumine, il supporte mal la pression. Donc, Ah quand oui, on fait du ouais, pressage sur l'alumine, en général, les outillages, ils cassent. d'accord. Alors j'avais deux autres questions sur quelles sont les températures. Est-ce qu'on peut augmenter les températures finalement pour les superalliages dans les moteurs d'avion? On peut arriver à quelle température de fonctionnement? Alors, de tout ce qu'on a fait, nous, pour Safran, là, on avait une contrainte, c'est qu'il ne fallait pas dépasser en fonctionnement et en fritage 1100 degrés. Ah oui, d'accord. Parce que On reste ensemble. les propriétés on repasse en solution des choses dans les des composés des superalliages, et donc on peut perdre les propriétés du superalliage. D'accord, on reste à 100 degrés. D'accord. Et alors, la dernière question, les pièces de grande dimension, quelle dimension maximum atteint-on aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, à ma connaissance, qui existe dans le monde, il y a la plus grosse machine, elle est basée à Oviedo en Espagne, et Oui, le maximum qu'ils aient pu faire, c'est du 400 millimètres de diamètre. 400 millimètres. D'accord. Il y a un fabricant de machines au Japon qui annonce du 900, mais je crois que c'est que sur le catalogue, il n'a jamais fabriqué de machine. Ah, bon, très bien. Moi, je vois pas d'autres questions, donc il me reste à vous remercier, remercier de nouveau Aurélie. Merci beaucoup, et puis à très bientôt, en tout cas en 2026, en novembre, À Grenoble. à Grenoble. Merci encore. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.